Alors, je commence par saluer mes chers élèves. Je leur dis que je n'ai pas pris l'habitude de travailler avec eux à travers un écran. Leurs petites bêtises vont me manquer. Je ne pourrai pas faire l'appel. Ce cas-là ne pourra pas leur demander de justifier leurs absences. Mais ce n'est pas grave, on va se faire avec la situation récente. Première chose, je vais faire un tout petit rappel sur le dernier jour d'un condamné. On va travailler sur les figures de style. Je vous demanderai de faire certaines choses à la maison et vous pourrez communiquer avec moi à travers deux vecteurs. Soit en m'appelant sur mon numéro qui est le 06 61 22 76 36, soit sur mon numéro de WhatsApp qui est le 06 71 31 et 40. Bien entendu, en plus de la chaîne de l'école qui a été conçue par M. Mustafa. Alors, pour commencer, un tout petit rappel. Le dernier jour d'un condamné. Quelle en est la nature? Je vous pose des questions. Bien entendu, vous connaissez les réponses, mais quel tout petit rappel. Le dernier jour d'un condamné, à la différence des autres œuvres, n'est pas une histoire. La preuve que ce n'est pas une histoire, vous pouvez l'entamer à partir de n'importe quel chapitre. Chapitre 1, chapitre 7, chapitre 10, chapitre 49, chapitre n'importe quel chapitre. Il n'y a pas de cohésion. Ce sont des chapitres séparés. C'est la preuve que c'est un roman à thèse. Un roman à thèse, c'est un cri, c'est une protestation. Victor Hugo a voulu stigmatiser la guillotine, qui était la méthode utilisée pour exécuter les condamnés. Guillotine, à cette époque, c'était l'unique moyen d'exécuter les condamnés. Guillotine qui a été conçue par un certain monsieur Guillotin, qui était médecin pharmacien. Alors, il a découvert que c'était une méthode douloureuse, sauvage et atroce. Il a demandé qu'on abolisse cette peine de mort et qu'on la remplace par des peines, par d'autres moyens par d'autres châtiments, à savoir la prison à perpétuité, les travaux forcés ou autres. Bien, donc finalement, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une histoire. D'autres preuves, il n'y a pas beaucoup de lieux. Nous n'avons que 4 lieux, à savoir Bicêtre, qui est la prison où vont se dérouler les événements, l'hôtel de ville, la conciergerie et la place de grève, où aura lieu l'exécution. Il n'y a pas beaucoup de personnages non plus. Nous n'avons que 3 personnages principaux qui sont le condamné et sa petite fille Marie qui a 3 ans, plus le Fioche qui est un autre condamné récidiviste. Bien entendu, nous avons d'autres personnages accessoires, l'huissier, le procureur général, l'avocat, le directeur de la prison, Mais principalement, nous parlerons plutôt du condamné, sa fille et le Fioche. Victor Hugo, le chef de file du mouvement romantique. D'ailleurs, si l'on vous demande à quel courant appartient l'œuvre, vous répondrez aisément le romantisme. Le père du romantisme en France, 19e siècle. Donc finalement, nous avons 2 informations capitales. Courant roman à thèse, genre roman à thèse, courant le romantisme. La première question qui vous sera posée à l'examen, c'est celle-ci. On vous demandera de remplir une grille et ne la sous-estimez pas. Elle aura cette forme.
Les Misérables de Bourassa, c'est que tu baises. Puis viendra une question qui rebute un petit peu nos élèves, situer le passage. Alors, situer le passage, nous avons plusieurs techniques pour y répondre. J'aborderai ça lors d'une prochaine séance. Continuons donc ce travail d'illustration. Les élèves de première année sont appelés à étudier un certain exercice qui consiste à décrypter les images, trier la sémiologie de l'image, l'analyse de l'image. Voici le condamné à mort. C'est une geôle. Alors geôle, ça s'écrit geôle, mais ça se prononce geôle. Malheureusement, de nombreux agents de police martyrisent ce terme et le prononcent géole. C'est geôle. Geôle, geôlier, le gardien de prison. Nous sommes dans une geôle. La couleur dominante, c'est le noir, avec quelques bribes de blanc d'espoir. Le verdict, le jugement. Bicêtre, c'est la prison à Paris. Nous aurons deux prisons dans le dernier jour d'un condamné. Une prison à Paris où sont condamnés les criminels qui peuvent être exécutés et une autre prison à Toulon où sont conduits les prisonniers qui sont condamnés au bagne, c'est-à-dire les travaux forcés. Le cachot ou la geôle. Le condamné, on remarquera que nous n'avons pas d'informations sur le condamné. Certains vont dire oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Nous savons vaguement qu'il a commis ce qu'on appelle un crime de sang. Sans plus. Comment? Mystère. Où? Mystère. Quand? Mystère. Avec quoi? Mystère. Qui? Mystère. Alors vous allez me dire oui, mais pourquoi est-ce que Victor Hugo n'est pas capable de nous décrire un crime, de nous donner des informations sur le criminel? Non, c'est délibéré. C'est délibéré parce que si Victor Hugo nous donne des informations, ce ne sera plus un roman à thèse, ça deviendra une histoire. Or, dans un roman à thèse, on stigmatise. C'est clair. Je n'informe pas, je ne raconte pas d'histoire. Et en plus, Victor Hugo, à travers son cri, il a voulu donner à son œuvre ce qu'on appelle une dimension universelle. Wadon Kaouli, universelle. C'est-à-dire que ce roman que j'ai écrit, ce roman à thèse, doit atteindre tout le monde. Et tout le monde doit savoir que moi, Victor Hugo, je m'oppose à la peine de mort. Je stigmatise la peine de mort. Je suis totalement contre. Dimension universelle. Ce n'est pas une histoire. Alors là, cette image va affecter énormément le condamné à mort. Il était dans sa geôle. Et à travers sa geôle, il regardait la cour et il avait un spectacle. Le voilà. C'est le spectacle des forçats, c'est-à-dire les condamnés qui vont être conduits à Toulon pour les travaux forcés. Avant de les conduire vers le bagne, on leur place des fers ici. Et c'est un spectacle douloureux, c'est un spectacle inhumain. Ce spectacle a affecté le condamné et il s'est évanoui. Et on l'a transporté par la suite par la gendarmerie. Le prêtre. Que fait le prêtre ici? C'est une tradition. Le prêtre doit être présent pour accompagner le condamné à mort. Il respecte une tradition qui consiste à offrir à celui qui va mourir une pastille de pain. Une pastille qu'on appelle une hostie. C'est un morceau de pain sans sel et sans levure.
ce sont des symboles. Le sel, la levure, c'est le symbole de la fécondité. Mais là, si vous ne mettez pas de levure dans le pain, il va pas monter, vous aurez un pain sec, pratiquement diaphane. Et il va lui offrir aussi un verre de vin. Oui, un verre de vin et un morceau de pain. Mais un morceau de pain sans sel et sans levure. Pourquoi le verre de vin? Et pourquoi le sel? Pourquoi le pain? Le verre de vin et le pain, ce sont des symboles. Ça symbolise Jésus. Le vin, il a quelle couleur? Il est rouge. Et il symbolise le sang. Et le pain, il symbolise la chair. Le pain, c'est la chair de Jésus. Et le vin, c'est le sang de Jésus. Alors là, on va rajouter plus d'informations sur le condamné. On va nous dire qu'il est intelligent, il est cultivé, il parle le latin. Qu'est-ce que c'est le latin? Le latin, c'est la langue qui nous a donné le portugais, le roumain, l'espagnol et le français. Si vous parlez latin, vous n'aurez pas de difficulté à parler avec un espagnol, un italien, un portugais ou un roumain. Il parle le latin, et pourtant le latin c'est une langue difficile, compliquée. Il parle le latin, donc il est cultivé. Et il porte ce vêtement qui était à la mode à cette époque. Et ça s'appelle une redingote. Une redingote, c'est un vêtement qui était prisé par les gens aisés. Avec une chemise à col baptiste. On sait qu'il est marié. On sait qu'il a à sa charge une fille de 3 ans, sa mère malade et sa femme malade. Sa mère est atteinte d'une maladie qui la rend gravataire, ainsi que sa femme. Donc finalement, qui va souffrir après la mort de ce condamné? C'est sa fille Marie. Parce qu'elle va être pointée du doigt à l'école. La fille du condamné, la fille du condamné, la fille du condamné. En plus, et c'est bizarre, le condamné doit payer pour mourir. C'est pour ça que dans un chapitre, il va dire que la peine de mort, la guillotine c'est fort cher. La guillotine c'est fort cher. Et oui, on doit payer pour mourir. Donc là, en plus de mourir, il va être ruiné. L'argent qu'il possède va être utilisé pour préparer sa propre mort. Alors là, c'est la toilette du condamné. Avant de l'exécuter, il faut lui raser le crâne, il faut le parfumer, il faut lui offrir un vêtement propre. Alors, la place de grève, l'échafaud et la fameuse guillotine, la machine infernale. La voici la guillotine. Alors là, nous avons deux personnages, Robespierre et Louis XVI. Le condamné, quand le juge a prononcé le verdict, avant qu'il ait prononcé le verdict, le condamné était serein. Il s'est dit, bon, de toute façon, moi, je ne vais peut-être pas être condamné à la peine capitale. Je vais peut-être avoir les travaux forcés. C'est bien les travaux forcés. Seulement, il va avoir un petit espoir. C'est la grâce. La grâce a été refusée par le roi. C'est le roi qui offre la grâce. Ce même roi qui a refusé la grâce a été guillotiné. Les revers du destin. Alors là, c'est vers 4 heures, c'est la fin, c'est l'exécution. L'horrible peuple avec ses cris viennent. Dans cette phrase, il y a une figure de style. Je vous demanderai de la relever. L'horrible peuple, c'est le peuple qui assiste à l'exécution. Et d'ailleurs, Victor Hugo ne l'appelle pas peuple, il l'appelle populace. Ironie. Parce qu'un peuple qui se respecte doit assister à un spectacle agréable. Ici, le peuple applaudit, le peuple achète de la bière, le peuple achète des pop-corn, le peuple vient très tôt pour voir les sangs. Donc ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas vraiment un peuple qui se respecte, c'est une population.
populace. Et l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. L'hyène, c'est un animal qu'on appelle en arabe dra'. C'est un animal qui fait semblant de sourire. Bah, chez nous, dans notre culture, vous connaissez parfaitement cet animal parce qu'on s'en sert dans certaines traditions, sans dire plus. Donc l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Ici, c'est une... On compare le peuple à des hyènes, c'est une métaphore avec ses cris d'hyène. Le peuple ici est comparé à une hyène sans outils. Et c'est ça la différence, la métaphore et la comparaison. Et là, je vais aborder les figures de style. C'est une transition pour aborder les figures de style. Alors, je vous rappelle que les figures de style, qu'on appelle communément en arabe Sinat al-Badiya, sont très présentes. Mais on ne rencontrera jamais de synecdoque, d'allégorie ou autre. On va rencontrer surtout les figures de style les plus présentes dans les œuvres, à savoir la comparaison, la métaphore, la personnification, l'hyperbole, le parallélisme, l'euphémisme, la litote, une petite litote dans la merveille, et la périphrase. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement ces figures de style qui existent en langue française. La langue française est riche en figures de style. Mais il y en a certaines que nous ne rencontrerons jamais, la synecdoque et autres. Alors, je vous invite à consulter un site sur... C'est un jeu en fait, c'est un jeu. On peut jouer et apprendre, ça vous prendra 15 minutes pour maîtriser toutes les figures de style. Alors, figure de style, jeu pédagogique. Alors, je vais demander à Mustafa, notre technicien, de concevoir le même jeu et nous les y gâtons. Nous allons bientôt réussir à le faire. Ça demande quelques prouesses techniques et ça demande du temps. Le même exercice, mais avec nos propres phrases. Des phrases que nous allons extraire des œuvres. Ce sera plus aisé pour les élèves de les comprendre parce que les phrases-là sont étrangères. Donc ça pose un double problème pour les élèves. Comprendre d'abord la phrase et puis extraire la figure de style. Bon. Ça fonctionne selon des modules. Vous avez le module A, le plus simple. Et ça va progressivement, c'est crescendo. Le mot crescendo appartient à la musique. Ça veut dire progressif. Crescendo et le contraire, décrescendo, c'est un mot italien qui s'est infiltré dans la langue française. Crescendo, décrescendo. Et ça s'écrit ainsi. Crescendo. Le SC se prononce sur crescendo et le contraire, décrescendo. C'est ainsi, c'est un crescendo. A, les figures les plus simples, et ça va progressivement devenir un peu plus délicat jusqu'au module F, qui est en fait un cocktail du module D et du module E. On va faire un petit essai. A, vous allez travailler, vous allez répondre, vous. La métaphore, elle a deux valeurs. Soit une comparaison sans outil. Je vous dis par exemple, M. Karam, c'est un renard. Je compare M. Karam à un renard. Où est l'outil? Il n'y a pas d'outil. Mais M. Karam est rusé comme un renard. Ça me donne une comparaison. La métaphore peut être aussi une phrase pour la beauté du style, les ailes du temps. Il n'y a pas de comparaison. Mais c'est uniquement, donc finalement la métaphore elle a deux valeurs. Et c'est la deuxième valeur qui cause le plus de problèmes à nos élèves, parce qu'ils ne sont pas habitués à ces enluminures linguistiques. Alors, métaphore, comparaison, là c'est la plus simple. Vous avez besoin d'un outil. Nasser est fort comme un bœuf. Halima est rapide comme une
Le soleil ne peut pas être noir. Un sourire triste. Un sourire ne peut pas être triste. Donc ça, quand il s'agit de deux mots, c'est une oxymore. Et quand il s'agit de deux phrases, il s'agit d'une antithèse. Oxymore. Deux mots, oxymore, deux phrases, antithèse. Anti et thèse. Alors la gradation, c'est une progression cadavre. Je vous donne un exemple. Molière, qui est le plus grand dramaturge français, a joué dans une pièce célèbre, Le Malade imaginaire. Et Molière était malade. Il était très malade, il était même agonisant. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, vers la fin de la pièce, ah, je me meurs. Ah, je suis mort. Ah, je suis enterré. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Voyez la progression. Un autre exemple. Quelqu'un qui a tout perdu. Ah, j'ai tout perdu. Ma maison, ma famille, mes vêtements. Maison, famille, vêtements. Donc finalement, ça peut être dans ce sens ou dans ce sens. Soit crescendo, soit décrescendo. Et le coup prend fin. Je voulais vous impliquer. Malheureusement, je vais devoir céder la place à quelqu'un d'autre. Je vous remercie. Mais avant, je vous informe, je vais vous envoyer un document, une évaluation à faire. Vous la faites, vous m'envoyez à travers le détecteur WhatsApp ou notre chaîne YouTube. Je la corrigerai et je vous donnerai les résultats de votre travail. Merci, à la prochaine.